C'est Cible 6, le jeu de l'espion, livre 6, écrit par Jack Mars, lu par Jean. Prologue. Sous-sol de réserve niveau 2, le Louvre, Paris. Minuit. Maximin Béringer commençait à en avoir marre de trier des broches de portraits miniatures du XVIIIe siècle. Le Louvre, où il était conservateur des bijoux de la Renaissance et du début des temps modernes, en possédait des centaines, et il les avait toutes examinées. Bien sûr, elles étaient jolies, de minuscules portraits, souvent pas plus grands qu'un timbre-poste, délicatement peints à la main et enfermés dans du cristal sertis sur une monture, en or. Ils représentaient des dames portant des perruques poudrées et des chapeaux démesurés, des officiers à l'air brave dans des uniformes fantaisistes ou des enfants souriants mais trop pâles pour être allés dehors taper dans un ballon de foot comme ces deux petits de garçons. Elles étaient délicates et réalisées avec art, mais plus qu'ennuyeuses après en avoir vu quelques centaines. Béringer aidait à préparer une nouvelle exposition intitulée « La France avant la Révolution », le style et la mode raffinés de la dernière génération aristocratique et qui devrait attirer les touristes. Quant à lui, il était socialiste et bien content que les grands et les puissants aient été balayés de la France. Dommage qu'il n'ait pas monté d'expo sur la guillotine. Ça lui aurait plu, ainsi qu'aux touristes. Cependant, un boulot est un boulot, et s'il voulait emmener sa femme et ses enfants en vacances en Corse la semaine prochaine, il devait assurer sa part de l'exposition. D'où les longues heures de travail jusque tard dans la nuit. Béringer bâilla. Il était temps de reprendre un café. Mettant de côté le plateau de broches, 3 rangs bien ordonnés de visages morts depuis longtemps qui le regardaient, il se dirigea vers la machine à espresso près de la cage d'escalier, à l'autre bout du sous-sol. Il traversa des rangées d'étagères silencieuses où s'empilaient des boîtes hermétiques remplies de tout, des épées au service à thé en or, en passant par des tricornes et les tableaux de paysages. Béringer se dit qu'il n'avait vraiment pas à se plaindre. Malgré ses penchants gauchistes, il avait toujours admiré les antiquités et se sentait privilégié de travailler dans le plus grand institut culturel d'Europe. Une tasse de café lui permettrait d'améliorer son état d'esprit. Alors qu'il arrivait à la machine à espresso, près de la porte de l'escalier, il entendit plusieurs pas pressés qui dévalaient en sortant les marches. Béringer s'arrêta et fronça les sourcils. À part les agents de sécurité, il n'y avait personne à cette heure-ci, et nul n'avait rien à faire dans les réserves au sous-sol. Plus surprenant encore, les pas ne s'arrêtèrent pas au niveau 2 où il se trouvait, mais continuèrent jusqu'au niveau 3. Personne ne descendait au niveau 3. Il travaillait ici depuis 15 ans et n'y était jamais allé. Il ne connaissait aucun employé de son grade qui y soit descendu. On disait que les trésors les plus précieux du musée étaient conservés au niveau 3, ceux qui n'étaient jamais montrés au public. Bien entendu, lorsqu'une grande organisation possède un tel secret, cela génère toutes sortes de théories. Le médiéviste résident affirmait qu'il était rempli d'œuvres d'art pillées pendant la Seconde Guerre mondiale et que le musée ne voulait pas restituer. Un gardien lui avait formellement déclaré qu'on y conservait le corps mariné de Catherine Monvoisin, la célèbre sorcière et empoisonneuse française du XVIIe siècle. Béringer ne croyait ni l'un ni l'autre et penchait plutôt pour l'idée que le niveau 3 contenait simplement des objets moches mais inestimables, peut-être des momies égyptiennes pourries ou des lingots d'or cachés par Louis XVI avant que les révolutionnaires l'exécutent en 1793. Des choses drômées très intéressantes mais qu'il ne valait pas le coup de montrer au public. Quoi qu'il en soit, Béringer ne put s'empêcher de coller une oreille curieuse contre l'acier froid de la porte de l'escalier. On aurait dit une douzaine de personnes au moins. 2 d'entre elles parlaient à voix basse, trop basse pour distinguer les mots, mais il aurait juré que ça avait l'air d'une langue étrangère.
Beringer se sentit soudain nerveux, et s'il s'agissait d'une effraction, les voix et les pas s'estompaient. Ils étaient donc bel et bien descendus au niveau 3, toute une troupe se rendant dans un endroit où lui-même n'était jamais allé. C'était plus que suspect. Même s'il y avait une explication tout à fait raisonnable à cela, il s'estimait tenu de vérifier. Au pire, il s'attirerait les foudres du haut fonctionnaire qui se trouvait en bas. Au mieux, il aurait un aperçu de ce qu'aucun de ses collègues n'avait jamais vu. Le 3e niveau sous le Louvre. Frissonnant, Beringer s'arma de courage. Il n'était pas du genre intrépide. Même s'il était en assez bonne forme à l'approche de la quarantaine, il ne s'était pas battu depuis l'école. Il décida que si c'étaient des criminels, il remonterait au rez-de-chaussée et alerterait la sécurité. Et d'ailleurs, où était la sécurité? Il entr'ouvrit la porte et jeta un coup d'œil dans l'escalier. Personne. En bas, il perçut le bourdonnement et le déclic d'une serrure électronique qui se débloquait. Très intrigué, Beringer descendit les marches sur la pointe des pieds, en rasant le mur pour que les personnes en bas ne puissent pas le voir dans la cage d'escalier. Il entendit de nouveau 2 voix graves s'exprimer dans une langue étrangère. Au bout d'un moment, il devina quelle langue c'était, de l'arabe. Beaucoup de gens parlaient arabe à Paris. C'était donc un son familier dans le métro et les parcs. La plupart venaient d'Algérie, mais cet accent-là était différent. Il n'aurait su dire sa provenance. Le conservateur hésita. Il ne voyait aucun membre du personnel de sécurité qui aurait pu accéder à ce niveau, et encore moins toute une troupe. La meilleure chose à faire était de remonter et d'informer les autorités. Mais lorsqu'il entendit le groupe franchir cette porte qu'il n'avait jamais franchie lui-même, sa curiosité prit le dessus. Il devait voir ce qu'il y avait là en bas. Et peut-être qu'il y a quand même une explication, songea-t-il. De riches donateurs du golfe Persique? Ce serait ballot d'appeler la police pour quelqu'un qui s'apprête à donner des millions à l'institution. Il savait en son fort intérieur que ce n'était qu'un prétexte pour satisfaire son envie de savoir, mais cela le réconforta tandis qu'il descendait les marches de restante, l'oreille tendue pour entendre si la porte se refermait. S'il la ferme, je remonterai tout de suite. S'il la laisse ouverte, il ne l'entendit pas se refermer. Beringer franchit le dernier tournant de l'escalier et aperçut l'embrasure de la porte, maintenue ouverte par une boîte de rangement. À côté, une serrure électronique à combinaison brillait d'une lueur verte. Il se figea. Il savait désormais qu'il s'agissait d'une effraction. Aucun employé ne prendrait une boîte remplie d'objets de valeur pour caler une porte, au risque d'être licencié. « Je devrais vraiment y aller », pensa-t-il. Mais il n'en fit rien. Sa curiosité prédomina et le poussa à aller de l'avant. Il s'approcha de la porte en catimini et glissa un œil par l'embrasure. Maximilien Beringer ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais lorsqu'il vit une grande salle remplie d'étagères, comme celle dans laquelle il travaillait, il éprouva un mélange de déception et de curiosité. Déception, car il n'y avait pas de lingots d'or ni d'empoisonneuses marinées. Curiosité, car il devait y avoir des centaines, voire des milliers, d'artefacts stockés à ce niveau et aucun d'eux n'était répertorié dans le catalogue général. Qu'est-ce que le Louvre cachait ici à ses propres conservateurs? Et où étaient ces mystérieux visiteurs? D'autres voix le lui dirent, en français cette fois. « S'il vous plaît, vous ne pouvez pas prendre tous ces objets. Ils sont inestimables. » C'était la voix d'Alphonse Chaput, le conservateur en chef. « C'est pour ça qu'on les prend, idiots !» répondit une voix au fort accent. « Mais ils sont invendables, » déclara Chaput. « Ce sont des objets uniques, ils seront tracés aussitôt. » Un rire dur. « Vous nous prenez pour des imbéciles. Seul un idiot tomberait dans le panneau. » Beringer ne pouvait qu'être d'accord. Tous les voleurs d'art et tous les conservateurs de musées savent qu'il existe de riches collectionneurs qui n'hésitent pas à payer des fortunes pour des objets précieux
qu'ils ne pourront jamais exhiber, du mouvement et des discussions en arabe. Au bruit, le groupe semblait se déployer parmi les étagères et enlever des boîtes qu'ils posaient dos par terre une à une. La voix dure de tout à l'heure donnait des ordres. Malgré le danger, Beringer devait voir. Il s'éloigna des voix et se glissa dans une allée, essayant d'apercevoir les intrus par les interstices entre les boîtes. Il se concentrait seulement sur un côté de la pièce, donc il était en sécurité pour le moment. Un coup d'œil aux écriteaux placés au bout de chaque allée lui indiqua que les intrus se trouvaient dans la section de l'Antiquité, tandis que lui, à l'autre bout de la grande salle, se trouvait dans la section du début des temps modernes. L'organisation standard voulait que les époques se succèdent chronologiquement d'un bout à l'autre de la salle. Il resta accroupi pendant 1 minute, tendant l'oreille. Au bout d'un moment, cette voix dure s'exprima de nouveau en français. « Où est-il, monsieur Chaput ? Nous ne l'avons pas, ce n'est qu'une légende. Mes recherches disent le contraire. » Bien sûr, de nombreuses rumeurs prétendent qu'une telle chose existe, en remontant jusqu'aux fouilles. Mais ce n'est pas le cas. Je le jure. Beringer se faufila dans une allée plus proche, essayant d'observer ce qui se passait à travers les interstices entre les boîtes. D'après ce qu'il pouvait distinguer, ils étaient mis tous rassemblés au fond de la pièce, un groupe serré de plusieurs hommes vêtus de noir. Il ne voyait pas le conservateur en chef. « Je vais vous montrer quelque chose, monsieur Chaput. » Beringer rejoignit à pas de loup le bout de l'allée pour être plus près. Où était la sécurité? Il pensait le savoir, et la réponse le fit frémir. « Mon Dieu !» s'écria Chaput. « C'est vrai. Nous les avons espionnés. Nous savons où votre femme travaille. Nous savons dans quelle école va votre fille. Si vous ne coopérez pas, nous vous tuerons, puis nous les anéantirons de la manière la plus humiliante et douloureuse qu'on puisse imaginer, filmée en vidéo. Nous sommes experts en la matière. Dites-nous où il se trouve, à présent. » Chaput se mit à sangloter. Une gifle claqua. « Coopérez, maintenant !» Beringer n'en croyait pas ses yeux. Il se faufila dans une allée encore plus proche. Il voyait mieux maintenant. Il s'accroupit, glissa un regard entre les boîtes et aperçut les jambes de plusieurs hommes vêtus de pantalons noirs. Chaput se tenait entre eux, tremblant comme une feuille, une tache humide sur le devant de son pantalon. « On a mis une fausse étiquette pour le cacher. Il est dans une boîte étiquetée « Épée du XIVe siècle ». 2 allées plus loin. » Beringer regarda autour de lui et son cœur se serra. Il était dans l'allée médiévale. Aussi silencieusement qu'il le put, il se précipita vers la porte, priant pour que les hommes qui étaient allés récupérer l'objet reviennent par l'autre côté. Il eut de la chance. Il tourna à l'angle, juste avant que les autres apparaissent. D'autres propos en arabe, puis un hoquet de surprise, voire d'effroi. « Vous avez bien fait, monsieur Chaput, » dit la voix dure. « Nous ne toucherons pas à vos femmes. Elles ne nous sont plus d'aucune utilité. Paix promis? On a mieux à faire que de tuer 2 salopes infidèles. Et moi? Et vous? » Un rire. « Prenez ça. » Un coup de feu retentit dans la réserve, résonnant sur les murs de béton en un fracas assourdissant. Beringer se mit à courir. Il se rua à travers la porte et dans les marches, abandonnant toute tentative de furtivité. Des cris et des bruits de pas le suivirent. Il gravit les 3 niveaux, ouvrit la porte à la volée et pénétra dans l'obscurité du rez-de-chaussée du Louvre. Les types étaient à ses trousses. Il esquiva les coups de feu et sauta par-dessus les cadavres des agents de sécurité. Il parvint à distancier ses poursuivants et se précipita par une sortie latérale dans les rues nocturnes de Paris, en quête du policier le plus proche. Chapitre 1. Plage de l'île grecque de Délos, le lendemain. Jana Peters prit une autre photo du temple de Poséidon, capturant les fondations en pierre du mur et les quelques colonnes de marbre érodées par les intempéries qui tenaient encore debout.
C'était l'un des nombreux sites fascinants de ce qui était dans l'Antiquité l'île la plus sacrée de la civilisation grecque. Depuis quelques jours, Jacob et elle se détendaient sur cette petite île des Cyclades, un archipel dans la mer Égée, au bleu éclatant. 3 semaines s'étaient écoulées depuis leur dernière mission, et Jacob avait fait preuve d'une remarquable capacité de guérison. Les ecchymoses et les entailles qu'il avait subies aux mains de ses tortionnaires avaient toutes disparu, et ses côtes fêlées ne le faisaient plus souffrir. Seule son épaule, où il avait été blessé par balle, était encore un peu raide. Ils avaient exploré main dans la main tous les sites archéologiques de cette charmante petite île qui avait vu défiler tant de cultures, la fontaine minoenne et le temple d'Artémis, les riches mosaïques du palais et le temple d'Isis, profitant de vacances bien méritées aux frais du contribuable. Après ce qu'ils avaient vécu, ils avaient besoin de s'évader, et un joyau archéologique qui se trouvait également isolé, avec une population permanente de seulement 24 personnes, était le choix parfait. Le tout sous un ciel d'azur entouré d'une mer étincelante. Jacob avait même réussi à feindre un intérêt plus que superficiel pour toutes ces merveilles. La visite du temple de Poséidon avait été un régal pour lui, car il se trouvait sur la plage où il était allongé à présent, se dorant au soleil, loin des regards indiscrets, qui auraient même pu se demander pourquoi son corps portait tant de cicatrices. Jana le regarda et sourit, mais ce sourire cachait une ombre. Son père Aaron, qu'ils avaient tous deux longtemps cru mort, les avait sauvés au Pakistan. De là, ils s'étaient enfuis, d'abord vers le Golfe, puis ici. Les premiers jours à Athènes avaient été chaotiques, Jacob étant en convalescence dans un hôpital militaire, et tous trois devant se soumettre à un débriefing approfondi. Ils n'avaient guère eu le temps de se parler à cœur ouvert. Ensuite, son père l'avait prise à part. « Je sais que tu as 1 million de questions, et je finirai par y répondre, mais pour l'instant, je dois me rendre à Washington. » Washington! Jana avait eu l'impression que son âme s'effondrait. Elle venait de le récupérer d'entre les morts, et maintenant il partait pour un autre voyage? Les hauts gradés ont besoin de moi pour les mettre au courant de certaines choses, comme tu peux l'imaginer. J'en suis vraiment désolé, mais écoute, il lui prit les 2 mains et la regarda droit dans les yeux. Je reviendrai dans quelques jours et nous parlerons de tout. Rien ne m'en empêchera, pas même la CIA. Malgré toutes les déceptions passées, malgré toutes les promesses non tenues, cette fois-ci, elle le crut. Il était revenu d'entre les morts. Cela lui donnait une seconde chance à ses yeux, mais elle ne pouvait s'empêcher d'éprouver un frisson d'inquiétude, une note de doute dans l'impatience qui la taraudait aujourd'hui. Car c'était aujourd'hui qu'il devait revenir. Jana essaya de se perdre dans le passé lointain, comme elle l'avait fait si souvent dans sa vie. Elle erra dans les ruines du temple, dédié au dieu de la mer et ardemment vénéré par les anciens marins qui devaient affronter les tempêtes soudaines et les côtes traîtresses de la région. Elle espérait qu'un dernier vestige du pouvoir de ce dieu lui ramènerait son père, car ce serait par la mer qu'il viendrait. L'île était trop petite pour accueillir un aéroport, et son père préférait éviter les vols commerciaux autant que possible. Trop facile à tracer, disait-il toujours. Ces quelques mots résumaient bien ce qu'était Aaron Peters. Jana regarda Jacob, qui ronflait paisiblement, tandis que le soleil donnait à sa peau la couleur du bronze. Ils avaient bientôt vécu ces derniers jours dans une intimité tranquille. Au Pakistan, emprisonnés par les autorités régionales Baloutches, ils avaient cru être confrontés à une mort imminente et avaient enfin exprimé ce qu'ils ressentaient depuis longtemps, qu'ils s'aimaient l'un l'autre. Maintenant, sains et saufs, leur réticence naturelle avait repris le dessus. Jana avait toujours été réservée au plan émotionnel, sans doute à cause de la mort précoce de sa mère et des longues absences de son père,
et le travail de Jacob l'avait poussé à mettre une barrière émotionnelle entre lui et le monde. Elle savait aussi qu'il portait encore le deuil de son ancienne petite amie, tuée quelques mois auparavant, lors d'une tentative d'assassinat dont il était la cible. Il ne parlait donc pas de leurs sentiments, mais se livrait à de longues promenades, partageait des repas détendus et s'asseyait tous les soirs autour d'un feu allumé sur la plage. Au refuge, ils dormaient dans des chambres séparées. Bien que Jana apprécie cette nouvelle intimité détendue, elle savait que tôt ou tard, ils allaient devoir en discuter. Mais d'abord, elle devait parler à son père. Un point au large attira son attention. Il grandit, se résolut en un bateau à moteur dont la silhouette vacillait sous les ondes de chaleur. Elle se concentra dessus, un peu nerveuse. Depuis qu'elle s'était retrouvée mêlée à la vie de Jacob, elle ne pouvait plus regarder la chose la plus anodine sans se demander s'il s'agissait d'une menace. Et Jacob non plus. Au bruit du moteur en approche, il se réveilla et se hissa sur ses coudes pour observer la mer. Jana aperçut une seule silhouette à la barre. Au bout d'un moment, elle reconnut son père. Jacob le reconnut un instant plus tard et se leva pour le saluer de la main. Aaron lui répondit de même et Jana ressentit une pointe de jalousie. Il avait passé autant de temps avec Jacob qu'avec elle pendant son adolescence, si ce n'était plus. Et au moins, Jacob savait où il était à l'époque, alors que Jana avait été laissée perpétuellement dans l'ignorance. Elle repoussa ses sentiments négatifs en marchant vers le rivage. Ils avaient tous de la chance d'être en vie et réunis à nouveau. Aaron Peters coupa le moteur et le bateau commença à ralentir. Il avait parfaitement synchronisé sa manœuvre et l'embarcation s'échoua juste au-dessus de la ligne de flottaison. Aaron sauta sur le sable. Jana courut vers lui et le serra dans ses bras. « Tu aimes toujours faire une arrivée remarquée, n'est-ce pas? Je ne veux pas vous décevoir. Comment allez-vous tous les deux? On se détend et on bronze. Les ruines ici sont incroyables. Je me suis dit que tu aimerais ça. C'est pourquoi j'ai choisi cet endroit. Ça m'étonne que tu ne sois jamais venu. Ici. Je ne peux pas visiter tous les sites antiques. Tu aurais pu me mener en bateau. Mon pote, comment va ton épaule? Jacob venait d'arriver. Un peu raide, mais ça va mieux. Je ne peux toujours pas naviguer. Ça viendra bien assez tôt. Le regard d'Aaron parut préoccupé. Tout s'est bien passé à Washington, s'enquit Jana. Elle craignait presque d'entendre la réponse. Oui, j'avais une montagne de choses à leur dire, mais tout est déréglé. Il les dévisagea tour à tour. Et j'ai une montagne de choses à vous dire, à tous les deux. Je vous ai fait attendre trop longtemps, alors allons-y. Si on allait à la planque pour en discuter? D'accord, opina Jana, le cœur battant. Jacob se contenta de hocher la tête. Ils ramassèrent leurs affaires et remontèrent dans la plage, puis gravirent quelques rochers jusqu'à une solide cabane traditionnelle de paysans grecs, dont les murs blanchis à la chaux brillaient sous le soleil. Son père se tourna vers elle, l'air mal à l'aise. « Laisse-moi d'abord parler à Jacob, et ensuite on discutera, d'accord ?» Jana ravala la jalousie qui remontait comme de la bile dans sa gorge. « D'accord, je vais aller m'asseoir dans le jardin. » Il y avait un jardin avec une tonnelle de vigne qui donnait de l'ombre. Un endroit paisible qu'elle ne trouva pas si paisible pendant qu'elle attendait. Et elle attendit longtemps. Lorsque Jacob émergea enfin, il était pâle et secoué. Il passa devant elle d'un pas mal assuré, sans même la regarder, puis tourna à l'angle de la maison et disparut. Avec le sérieux d'un chirurgien ordonnant à un patient de s'installer sur la table d'opération, son père lui fit signe d'entrer. Chapitre 2. Jana était assise face à son père dans le petit salon du refuge. Il était le même homme que dans ses souvenirs, robuste et en forme, bien qu'elle ait en ait remarqué de nouvelles rides sur son visage et que sa barbe soit mouchetée de gris. Tous deux occupaient des fauteuils en osier recouverts de peau de mouton.
Les murs blanchis à la chaux étaient nus, à l'exception d'une icône d'Adrien de Nicomédie, le saint patron des soldats. Son visage sombre baissait les yeux vers ce père et cette fille. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Puis, avec un effort visible, Aaron attaqua. Avoir raté une grande partie de ton enfance et de ta vie de jeune adulte est le plus grand regret de ma vie. Jana ne dit rien. Elle s'était attendue à des excuses. Elle avait reçu beaucoup d'excuses de sa part. Mais ce qu'elle voulait vraiment, c'était des explications. Il existe un vieux concept appelé les mathématiques du pouvoir. Toute personne en position de pouvoir le sait, qu'elle connaisse ce terme ou non. On doit prendre une décision difficile. Dans tous les cas, des gens seront blessés. Si une manière permet de réduire le nombre de blessés ou de sauver plus de personnes, c'est la voie à suivre. On fait les comptes et on fait son choix. Comme cette prison pakistanaise, la racaille qui dirige l'endroit, je m'en fiche. Mais les renforts, les recrues régulières, amenées pour aider à vous garder, toi et les autres, étaient innocents. Ce n'étaient que des jeunes gens qui pensaient de se battre pour leur pays, sans savoir à quel point leur régime est corrompu. Je ne voulais pas les tuer, et quand je le pouvais, je les mettais juste hors d'état de nuire. Je justifiais ça par le fait que je sauvais des vies. Pas n'importe quelle vie, mais celle d'agents dont je savais qu'ils finiraient madame par en sauver d'autres. Il lui adressa un sourire. Malgré la situation inconfortable, malgré ses sentiments contradictoires, ce sourire réchauffa le cœur de Jana. « J'ai entendu parler de l'aide que tu as apportée à Jacob. On dirait que tu as sauvé beaucoup de vies. J'en suis fier. Alors tu nous as pistés ? C'est toi qui as envoyé l'alerte à Jacob quand j'ai été kidnappé au Mexique ? Oui. Comment tu l'as su ? Pourquoi tu n'es pas venu toi-même ? Je le savais parce que j'avais été capturé, et ils m'avaient averti de ne pas résister parce qu'ils avaient des photos de toi. J'ai donc attendu que mon ravisseur se pointe. Il était censé faire des contrôles réguliers. Je me suis libéré de mes liens et je l'ai tué. Puis j'ai pris contact avec Jacob, en espérant qu'il pourrait te délivrer avant que le silence de mon ravisseur soit remarqué. Donc Jacob savait que tu étais en vie depuis tout ce temps ? Non, j'ai envoyé un message crypté dans un code que seul lui et moi connaissons. J'ai à moitié perdu ma couverture, mais ça en valait la peine pour te sauver. Jana croisa les bras et fronça les sourcils. Encore des mathématiques du pouvoir ? Je ne suis qu'une partie de l'équation ? Non, tu as toujours été bien plus que ça. Ça m'a tué de ne pas pouvoir passer plus de temps avec toi. C'est juste que... Il baissa les yeux vers le sol et pour la première fois de sa vie, Jana trouva son père peu sûr de lui. C'est juste que si je l'avais fait, tu n'aurais jamais été en sécurité. Tu veux dire que je suis toujours une cible ? Pas spécialement, du moins pas en ce moment. Ils t'ont kidnappé pour m'atteindre. Ils pourraient de réessayer, mais je parlais de façon plus générale. Tu es en danger, tes amis sont en danger. Ce berger que tu vois dans les collines le matin est en danger. Tout le monde est en danger. Toute la civilisation. De qui ? Les titoplés qui m'ont kidnappé au Mexique se faisaient passer pour des néo-nazis, mais la police locale n'y a pas cru. Je n'y crois pas non plus. Ils n'avaient pas l'air d'être des islamistes radicaux non plus. Aaron secoua la tête. Non, ce à quoi je suis confronté est 1000 fois plus dangereux. Les nazis et les islamistes sont limités par leur idéologie. Ces gens-là, tout ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir, et ils sont prêts à tout pour l'obtenir. Qui sont-ils ? Les yeux d'Aaron croisèrent brièvement les siens, puis se détournèrent. Je ne peux pas en parler. C'est eux que tu combats depuis tout ce temps ? Je ne peux pas en parler. C'est pour ça que tu as fait le mort ? Pour qu'ils ne te poursuivent pas ? Aaron frémit. Une autre première. Non. J'ai fait croire que j'avais été tué pour qu'ils ne s'en prennent pas à toi. Je devais te perdre pour ne pas te perdre. Qui sont ces gens ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Je ne peux pas en parler.
Bon sang, papa, tu es parti pendant la moitié de mon enfance, puis tu disparais complètement de ma vie. Tu me fais croire que tu es dos mort, tu nous fais porter le deuil, Jacob et moi. Et tu ne peux même pas me dire pourquoi? Aaron Peters continuait de fixer le sol. Non, murmura-t-il. Je ne peux pas croire que j'entends ça. Il leva les yeux sur elle. Je suis vraiment désolé. Ça ne suffit pas, je mérite une explication. Tu ne vois pas, papa? J'ai été embarqué dans ton monde. J'ai failli être tué. J'ai dû tuer des gens moi-même. Je t'ai entraîné à ça, mais j'espérais que tu n'aurais jamais à le faire. Ouais, eh bien je l'ai fait, et c'est comme une tache de graisse sur mon âme. Son père ouvrit la bouche, mais elle le coupa. Et ne viens pas me dire que c'était nécessaire. Je sais que ça l'était. Je ne me sens pas mieux pour autant. Moi non plus, je ne me sens pas mieux pour autant. Jana fronça les sourcils. Tu as choisi cette vie, pas moi. Aaron acquiesça tristement. Soudain, la colère de Jana fut sapée par la pitié. Cet homme avait tant sacrifié, tant risqué pour protéger la civilisation. Même si ça avait fait de lui un père absent, il avait agi pour de nobles raisons. Mais ce n'était pas tout. Aaron Peters était pris au piège, prisonnier de ses obligations et du fardeau d'en savoir trop. Il ne pouvait pas détourner les yeux. Il ne pouvait pas rester inactif. Cela tuerait son estime de soi, son honneur. Il était piégé de la même manière que Jacob Snow, tout comme elle le devenait elle-même, parce qu'elle avait assumé ses obligations et qu'elle en savait trop. Elle avait été plus active sur le terrain que certains agents de carrière de la CIA. Elle avait affronté plus de dangers, essuyé plus de tirs et stoppé plus d'attaques terroristes que bien des agents de terrain en auraient rêvé. Le plus triste et le plus traître, c'était qu'elle trouvait cela excitant. C'était comme une drogue, et tous les trois étaient des drogués. Elle posa une main sur celle de son père. « Je comprends. En quelque sorte. Tu fais ça depuis bien plus longtemps que moi, et je ne peux donc pas l'imaginer comme un mode de vie. Mais j'ai participé à 5 missions maintenant, et j'ai du mal à me souvenir d'une époque antérieure. Ça fait à peine 1 an, mais mon ancienne vie me semble aussi lointaine que l'âge du bronze. » Aaron lui prit la main et la serra. « Retourne-y, retourne aux États-Unis et reprends ta carrière d'archéologue. Elle n'a pas été trop perturbée, si ?» Jana s'esclaffa. « J'ai pris tellement d'arrêts maladie et de congés personnels que je suis surprise qu'ils ne m'aient pas licencié. J'ai l'impression que le patron de Jacob manœuvre en coulisses pour m'aider à garder mon emploi. » Ça ne me surprendrait pas le moins du monde. Tyler Wallace est un homme bon. J'ai suivi ta carrière autant que possible. Tu as découvert une mosaïque impressionnante. Pendant un moment, elle ne comprit pas de quoi il parlait. Puis elle se rappela que l'année précédente, juste avant qu'elle soit mêlée à tout cela, elle et son équipe avaient fouillé une villa romaine au Maroc et avaient mis au jour une mosaïque magnifiquement conservée. Ça avait été l'une des meilleures découvertes de sa carrière, et elle l'avait presque oubliée après la tempête qu'elle l'avait traversée. Elle éprouva de la nostalgie pour ces jours plus simples, plus confortables. « Je dois encore finir de rédiger mon article. »« Tu vas écrire un article ?» Son père gloussa. « Je les ai tous lus, mais je dois avouer que je n'ai pas tout compris. »« Oui, ils sont assez techniques, mais il faut publier les découvertes. Je critique toujours les archéologues qui fouillent un lieu et ne publient jamais leurs résultats, ou le font bien des années plus tard, quand leur mémoire n'est plus aussi fraîche. Je suis en train de prendre cette mauvaise habitude. »« Tu as une excuse, je pense. »« Exact. Peut-être que les choses se calmeront un peu et que je pourrai me remettre à la recherche. Peut-être qu'on pourrait tous revenir à une vie plus normale. » Elle dit cela sur un ton qui invitait son père à en faire partie, lui demandant à demi-mot s'il reviendrait lui aussi aux États-Unis. « Ouais. » Aaron hocha la tête et son regard devint distant. Peut-être. Jacob était assis, tout tremblant, au sommet d'une falaise surplombant la mer Égée. La scène était magnifique, des nuages de blanc, floconneux,
un ciel azur et une eau cristalline. Il ne voyait rien de tout cela. Tout ce qu'il voyait, c'était l'horrible réalité qu'Aaron Peters lui avait dépeinte. Il en avait deviné une partie, qu'il existait une guerre plus importante que celle qu'il menait, que des puissances cachées de chaque bord avaient de leurs propres intentions, mais il n'avait jamais soupçonné que la pourriture était si profonde, la menace si grande, et il n'aurait jamais cru que lui, Jacob Snow, le plus grand guerrier antiterroriste du monde, n'ait jamais entendu parler de l'organisation terroriste la plus dangereuse du monde. L'Ordre. D'après ce qu'Aaron avait appris, rien n'aurait pu porter un nom plus inapproprié. Leurs objectifs à court terme étaient de perturber l'équilibre des pouvoirs par tous les moyens. Opposer les sunnites aux chiites au Moyen-Orient, les hindous aux musulmans en Inde, les Russes à l'UE en Europe. Tout point sauf faible, toute faille, était exploité sans pitié afin d'élargir les fissures de la société mondiale, dans le but ultime de la faire s'effondrer. Et après, ce que l'ordre avait prévu ensuite n'était pas très clair. Ce serait peut-être à ce moment-là que son nom deviendrait approprié. Peut-être espéraient-ils reconstruire sur les ruines une nouvelle société à leur image, qu'ils contrôleraient. La forme que prendrait cette société demeurait inconnue. Le fait qu'ils étaient vraiment prêts à tuer des millions de personnes pour y parvenir, voire à risquer une guerre nucléaire, prouvait que quel que soit le type de société qu'ils créeraient, l'Allemagne d'Hitler ou la Russie de Staline ressembleraient à d'agréables républiques démocratiques. Le pire était que ce groupe de cinglés formait une organisation vaste et complexe, avec des taupes bien implantées au sein des pouvoirs du monde entier, et des agents hautement qualifiés, capables de rivaliser avec tout ce que les puissances établies pouvaient de leur envoyer. C'était ce qu'Aaron Peters avait combattu pendant tout ce temps. Il ne l'avait pas dit ouvertement, mais Jacob devinait que c'était la raison pour laquelle il avait simulé sa propre mort, afin de pouvoir s'infiltrer en profondeur pour combattre cette menace. Sa couverture avait été éventée d'une manière ou d'une autre. L'ordre avait enlevé Jana au Mexique pour le forcer à se rendre alors qu'il était en mission en Afghanistan. Ces types qui s'étaient donc fait passer pour des néo-nazis près de Mexico devaient être des agents de l'ordre, ou du moins leurs supérieurs l'étaient. Quand Jacob et ses amis de la police et de l'armée... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.